Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis qu'on retrouve sur la plupart des applications web et le site internet gillesparent.com à partir duquel vous pouvez nous envoyer des idées, vous pouvez communiquer avec nous et même nous parler avec un système audio. On est rendu aussi moderne que ça. Alors, c'est une belle année qu'on vous souhaite, année 2026. Aujourd'hui, au balado, je reçois Luc Dussault. Il est associé, figure considérable de l'agence LG2. Donc, on va parler de création. C'est un sujet qui a marqué ma vie, mais qui me passionne toujours. C'est un créateur qui a traversé, Monsieur Dussault, on parle, les grandes mutations de la pub, qui a vu l'ère numérique naître et qui fait maintenant face à l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est comme défi quelque chose d'intéressant. On va parler de liberté créative, d'indépendance, de relève, de cette idée persistante que créer pour des marques serait moins noble que de créer, par exemple, pour la culture. Salut Luc, comment ça va? Salut Gilles, c'est un honneur, merci. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Écoute, je parle de l'année, puis je me dis, il faut absolument peut-être revenir un peu sur la fin de l'année. On a beaucoup de choses à discuter. On va parler de ta carrière, tout ça, je vais faire ça tantôt. Mais comme on est en début 2026, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la fin 2025 et sur le bye-bye, où LG2, j'allais dire à chaque année, probablement que vous avez des clients qui sont là chaque année. Oui, c'est un rendez-vous. Les clients sont conscients que c'est un endroit privilégié pour pouvoir rentrer dans le cœur du consommateur. Alors, on essaie. Là, cette année, on a eu le privilège d'en faire 8 pour le bye-bye. Et puis, il y en a des meilleurs que d'autres, là, mais pour des comment on juge ça? On commence là-dessus. Comment on juge? Meilleur pour le client, pour le créateur, c'est pas pareil? Meilleur pour le consommateur. Consommateur, parfait. Toujours. Le client, c'est donc le consommateur, celui à qui s'adresse la pub. Exactement. Okay. Ça, c'est une distinction dans notre métier. Oui. Quand des fois les clients arrivent et disent je veux ça, il faut déboulonner ça. Il faut lui dire ben écoute, c'est pas toi qu'on veut faire plaisir, c'est ton consommateur. Ouais. C'est lui qui achète ta marque. Puis ça, ben c'est une distinction vraiment importante. Fait que, donc pour le bye-bye, oui. Si on revient au bye-bye, c'est notre Super Bowl. Fait que c'est là où les gens ont un petit peu plus d'attention pour la publicité parce qu'ils savent que les annonceurs vont se dépasser, vont arriver avec des idées relevées, vont les faire rire. Donc contrairement à de la pub conventionnelle, je dirais en ondes à longueur d'année, le bye-bye, le client va nous donner une licence pour pouvoir créer, pour pouvoir arriver avec quelque chose de relevé. Puis là, bien, ça va avec la relation du client. Là. Jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut présenter, etc. Est-ce qu'il y a plus de budget parce que l'intérêt ou l'enjeu est plus grand? C'est... Pas toujours, j'imagine? Pas toujours. Okay. Mais... quand même, il faut quand même prévoir que ce sera pas gratis. Ben non. Les gens, des fois, se disent « Ah oui, j'ai placé un 30 secondes. » Ça vient aussi avec une production qui doit être un petit peu plus relevée. Il faut mettre un petit peu d'argent. Des fois, non, mais il faut quand même le prévoir. Parce que souvent, c'est à peu près... Ça se prévoit à l'avance, là, le placement média de ça. Oui. Tous les annonceurs veulent être là. Fait que tous les annonceurs veulent être là. Alors là, il faut leur dire, je sais pas, au mois de juillet, commencer à penser à réserver des places, c'est ça. Réserver des places, parce qu'il y en a plus, là, rendu en septembre, c'est fini. OK. Alors, c'est là qu'on commence à peu près à travailler septembre. Faut comprendre que, pour les gens qui nous entendent, quand on parle de pub, il y a la pub que vous voyez à la télé, que vous entendez à la radio, que vous voyez sur le web, mais il y a la création, ce dont on parle maintenant. Après ça, il y a le placement. Donc, ces pubs-là doivent être achetées dans des médias, tout ça. Fait qu'il y a dans une agence, il y a beaucoup d'étapes. Toi, t'es plus lié, si je comprends bien, à la création. À l'idée, c'est ça, exactement. La créativité comme telle. La créativité peut être multiple. Ça peut être, on parle des médias, il peut y avoir de la créativité médias, qu'est-ce qu'on peut faire avec les médias, de la créativité en stratégie, mais dans le département de création, c'est là où j'œuvre depuis le début de ma carrière. OK, donc est-ce que jusqu'à quel point, moi ma question est plus précise, mais jusqu'à quel point, par exemple, s'il y a 7-8 annonces de LG2 dans le bye-bye 2025, jusqu'à quel point toutes les créations t'as eu ton mot à dire ou t'as vu ce qui se passait? Tu peux pas être surpris en écoutant la télé. Hey, on a fait ça? J'imagine que non. Je les vois, mais j'ai pas, je suis plus rendu je suis plus directeur de création proprement. T'es pas dans le quotidien de chaque. Non, je comprends très bien. OK. Donc, puis on a des talents exceptionnels, là, qui réussissent. Il y a de la relève, là?
Il y a de la relève, il y en a, oui. il y en a. On pense que la publicité, évidemment, il y a de la concurrence. Les jeux vidéo, les jeunes créatifs vont dans plusieurs domaines, font par exemple des podcasts comme on fait aujourd'hui, où ils font des réseaux sociaux, mais influenceurs, etc. Mais il reste que la publicité attire quand même un certain nombre de talents. Ouais. Okay. Puis, et donc, ces talents-là, c'est eux autres qui trouvent les idées, puis qui sont mis à profit sur les gros comptes comme un des plaisirs que j'ai eu dans ma carrière, j'ai eu à tous les jours à faire de la création à l'époque du Zoo, la jungle, les émissions, tout ça. Mais un des plaisirs les plus grands, qui est dur à décrire, mais je pense qu'avec toi, on peut en parler, c'est quand tu sens que tu as une bonne idée. Ah, écoute. Ça se sent physiquement, ça se sent mentalement, et parfois, on se trompe, mais pas tant que ça. Je trouve que l'intuition est grande là-dedans. On le sent. T'as raison, Gilles. Puis je tiens à revenir sur le zoo, la jungle, parce que moi, ça a été un point marquant dans ma carrière de créatif quand j'étais jeune. Ça m'a tellement frappé à quel point le zoo arrivait avec des idées nouvelles, puis vous étiez prolifique. Pour moi, ça m'a fait exploser. Puis le théâtre de l'imaginaire, de la radio, tout ce que ça pouvait ouvrir, écoute, c'était inspirant à un autre niveau. Fait que ça m'a poussé à aller vers là. C'est drôle, Luc, parce que, écoute, évidemment, on est très fiers de ce qu'on a fait, mais cette semaine, pas plus tard que cette semaine, j'étais en entrevue dans une radio de Montréal, CKMF, avec Pierre Pagé, un ancien collègue qui est là depuis des années à la radio, et on parlait de créativité, puis je leur disais, une des choses qui est intéressante pour nous qui avons créé, c'est juste de se dire jusqu'à quel point, pour une époque ancienne, c'est-à-dire il y a 40 ans, on était avant-gardiste ou on était assez audacieux. Je donnais l'exemple de Mike Sherona. Oui. Mike Sherona, j'ai dit, nous, là, je trouve que c'est une bonne idée, puis j'ai rien contre l'idée, au contraire, je trouve ça bien fait, je trouve ça attrayant. Mais vous l'avez fait tellement de fois. On a fait 186. Les hallucinations auditives. Et Julien Raisin. Julien Raisin qui avait chanté Bernard de Rome. Oui. Bernard de Rome. C'était Bernard de Rome. C'est la même affaire que Mike Sherona. Puis ça enlève pas le mérite aux gens de Mike Sherona. Ça cartonne aujourd'hui, c'est parfait. Mais je disais, ça me donne pas de trophée, ça me donne pas d'argent de plus aujourd'hui. Mais je me dis, mon Dieu, que oui, créer à tous les jours 2-3 sketchs, c'était imposant. C'était pas toujours réussi, on n'était pas toujours les meilleurs, mais moi, c'était toujours la moyenne au bâton. Tu sais. Exactement. C'est comme ça qu'il faut évaluer Est-ce la que création. tu travailles comme ça aussi, la moyenne au bâton? On peut pas être 100% toujours, là. Tu peux pas être 100% toujours. Mais tu peux pas être mauvais tout le temps non plus. Non, il y a comme il y a comme une espèce de standard là, puis les gens ont des attentes. Là. Quand t'as une marque comme le Zoo ou la jungle, les gens se disent « Hey, moi je veux me faire divertir, ça va être le fun ». Tu sais, c'est une belle évasion. On allume la radio, puis vous avez aussi des patrons, tu sais, fait qu'il y a vous aviez aussi des contraintes là. Quand même, il y avait de la pub qui se vendait, donc il y avait qui se vendait. Tu pouvais pas faire n'importe quoi là, avec le puis Zoo. Ce qui est un peu fou, tu sais, c'est quoi de la pression? Mais nous, comme je dis aux gens, c'est pas une plainte, mais notre métier, notre travail et nos contrats étaient revisés 2-3 fois par année. Il fallait que les codes d'écoute montent. S'ils baissaient 2-3 fois de fil, il y en a qui perdaient leur job. Je dis pas que j'ai eu peur de ça durant ma carrière, mais c'était quand même une pression. On s'attendait à ce qu'on livre. Fait que ça faisait partie d'une excitation. Oui. C'est une des raisons, puis ça c'est pas une plainte encore une fois, mais une raison qui aujourd'hui, du haut de mes 65 ans, je disais je pourrais pas faire ça aujourd'hui parce que je suis un peu, entre guillemets, fatigué. Je suis pas à terre, je suis encore en forme, mais c'était des horaires de fou. Je pourrais plus faire ça aujourd'hui. Ah, je peux même pas m'imaginer. Tu sais, quand tu me parles de ça, moi, à chaque fois, je me suis dit ce matin, là, il faut que je parle à Gilles, il faut que je lui demande. Écoute, comment vous réussissiez à chier ce volume-là de travail, là, pas le volume de la radio, mais non. Autant que ça. Autant que ça, puis non seulement de l'écrire, mais de le produire aussi. Je vais te dire le fond de ma pensée, parce que j'ai beaucoup pensé à ça avec le temps, Luc. Oui. Moi-même, je me posais des fois la question, mais essentiellement, et ça va peut-être te surprendre, mais peut-être pas, parce que tu travailles dans ce domaine-là. Premièrement, tous ceux qui étaient au cœur de la création, c'était tous des universitaires. Donc, rigueur intellectuelle. Pour moi, rigueur intellectuelle. Pas plus drôle que d'autres, mais comment être drôle 3 fois par jour, 5 jours par semaine, à l'année? Oui. Ça prend une éthique de travail, une volonté et un talent et des connaissances. Donc ça, c'est la première chose, premièrement. Deuxièmement, notre façon, en tout cas, je vais parler pour moi, mais moi, j'étais producteur, donc je m'assurais auprès d'Alain Dumas et Michel Morin, particulièrement,
que tout le monde ait une saine qualité de vie. Moi, j'ai passé ma vie à me coucher toujours le plus tôt de la gang, faire des horaires de fou, mais jamais fumé, jamais pris de drogue. Je dis pas ça pour me vanter, j'aurais jamais pu toffer, prendre de la coke. Donc, tu étais conscient à l'époque que ton cadre de vie devait être sain. Dès l'âge quand j'ai commencé Zoo, j'avais 25 ans, je me suis dit, si je veux que ça dure, mon intention, c'était que ça dure, que je dure longtemps. J'ai fait au moins 40 ans, avec une finale un peu escamotée. Là. Même je disais, c'est extraordinaire comme carrière, pareil. J'en suis très content, puis je me disais, la façon... Donc, quand je te dis comment on pouvait en faire autant, donc c'est d'être informé, mais surtout structuré, puis avec des bases de connaissances. Parce que faire une joke là dans un party, c'est parfait, mais je dis aux gens, c'est pas ça nous autres, c'est tous les jours, c'est notre travail. Donc faut être mieux organisé, structuré, faut être je dirais attentif. C'est-à-dire moi j'étais attentif et curieux. C'est les bases de création. La base. Curieux, faut savoir ce qui se passe, faut sentir. Puis on dit souvent en anglais le mot galvaudé, le feeling. Mais le feeling est beaucoup utilisé en pub, tu sais, puis en création. Ouais. Mais moi je le traduis par intuition. Savoir ce que le monde veut. Tout à fait. Moi je rentrais en onde puis je disais à mes collègues quand on rentrait pour un 4 heures de radio, je disais imaginez-vous que vous êtes à l'écoute. Est-ce que vous dites est intéressant ou vous avez le goût de changer de poste? Oui. Pensez à ça, pas pour capoter, mais juste pour vous dire soyez pertinent, soyez intéressant. Intéressant. Puis c'est un excellent segue sur l'intelligence artificielle. Oui, hein? Là, on est en train de tout mêler. Mais c'est ça de la création. C'est des tempêtes d'idées. Des tempêtes d'idées. OK, je reviens parce que je veux pas oublier rien de tout ce dont on parle. Puis c'est sûr que ça va arriver encore des apartés. Ça a été ma carrière au complet. Par moments, sans blague, j'avais Nicolas Lacroix et Catherine qui étaient devant moi. Puis souvent, je leur disais... Là, je baissais mon micro, je parle avec qui? Pour te dire comment dans notre tête, des fois, puis moi je partais, là, j'avais des idées, puis je voulais parler de ça, fait que c'était des fois c'est compliqué. On va parler de ta carrière parce que ça va nous amener à parler de création aussi. T'as commencé chez Cossette? J'ai commencé chez Cossette, oui. Comment ça part tout ça, là? En fait, j'ai commencé avec mon père parce que quand j'avais 3-4 ans, mon père avait une agence de publicité. OK. Puis père revenait avec des storyboards, puis avec des dessins, puis écoute, pour un petit bonhomme, tu regardais ça, c'était beau, là. C'était fait au feutre, puis au airbrush, puis ça, puis il montrait ça. Coup de foudre au départ sur la beauté de la chose, OK. Puis à un moment donné, il disait, moi je dessinais, là, puis j'ai un frère puis une sœur, eux autres, ils dessinaient pas, mais moi je dessinais, puis lui, il voyait... dans ce que je faisais, la créativité. Puis là, il m'a comme commencé à me parler un petit peu plus du métier. Dans le temps, c'est plus des artistes ou des dessinateurs publicitaires. Mm-hmm. Tout de suite, j'ai voulu faire ça. Est-ce qu'il t'a amené au bureau, au travail, des fois? Il m'a amené au travail. Ça, c'est le fun. Écoute, il y avait des pads lettres à 7 qui devaient valoir à l'époque, je sais pas moi, 15-20$, des gros pads, puis avec des gros feutres. Je scrapais tout ça. Écoute, c'était page après page. Puis il montait sur des tables à dessin. Écoute, c'était malade. Puis là, j'ai tout ça fait que ça m'a éveillé à l'art commercial, autrement dit. Mm-hmm. Puis t'as-tu aligné tes études là-dessus? J'ai aligné mes études là-dessus. Non, mais c'est souvent ça. Moi, c'est la même chose. J'ai eu un coup de foudre pour la radio à l'âge de 15 ans. Okay, puis après ça, j'ai aligné, j'ai dit, faut que j'en sache un petit peu sur beaucoup de choses, sachant pas ce que je vais faire. Puis ça a été ça, bac général, sciences politiques, sociologie, journalisme, j'ai tout fait ça. Mais toi, t'as dû faire... t'as aligné tes... Mais en fait, ce qui est arrivé, là, on parle du zoo et de la jungle, ça, c'était des genres d'accident de parcours parce que là, je savais où j'allais, j'écoutais ça de la radio, la puissance... les jokes, le rire, le rythme, tout ça, je capotais sur cette énergie-là. Mm-hmm. Tout le monde parlait, frapper l'imaginaire collectif. C'est ça que vous avez fait. Ouais. Fait que ça a été une bombe nucléaire pour ça. Puis là, la pub, la radio, tu sais, votre show à vous autres. T'es inspiré par ça, toi? J'étais inspiré par ça. Puis après ça, à un moment donné aussi, mon père continuait à recevoir des books de design, des affaires, tu sais, tout ça. Fait que là, j'ai dit, OK, je m'inscris en design, en graphisme au Cégep Sainte-Foy. Puis après ça, par la suite, j'ai complété ma formation. Je suis allé en marketing à l'Université de Sherbrooke, puis ça. Fait que j'ai été chercher ça, mais au travers de ça, je me suis toujours tenu au courant de la pub, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, non, tu sais... Puis j'ai fait j'ai travaillé chez Compagnon Communication pour Jacques Compagnon, faire du catalogue, j'ai fait plein d'affaires. Mm-hmm. Puis après ça, on m'a pris en stage chez Cossette, puis comme on dit, the rest is Listerine. T'as fait fait combien de temps chez Cossette? Une couple d'années? J'ai fait 10 ans. Quand même, OK. Ouais, 10 ans. J'ai eu un excellent mentor qui travaille encore là, qui s'appelle Yvon Brossard. Il m'a tout montré. Fait que là, lui, là, je suis rentré, quand tu parlais de rigueur, puis tu parlais
tu sais, la simplicité, la rigueur, les bonnes idées, l'idée, là, tu sais, trouver une idée, c'était ça, le culte. Il fallait trouver une bonne idée. Le reste, c'était de l'emballage, tu sais, c'était du support, pis tout ça, mais c'était ça, la vraie business, c'était de trouver une bonne idée. Fait qu'à un moment donné, quand tu comprends ça, tu mets le paquet. Puis lui, c'est un travailleur acharné. J'ai compris que la création, c'était 90% de travail, 10% de talent. Il fallait mettre le paquet dans le travail. Mais je crois ça encore dans beaucoup de domaines, particulièrement en création. Puis même en radio, tout ça, c'est la même chose. Ça te prend une base de talent, là, mais c'est le travail. Puis tous les entrepreneurs vont dire à peu près la même chose. Ah oui, hein? Ah oui. Moi, je l'entends. J'ai fait beaucoup de podcasts, j'ai fait beaucoup d'entrevues, puis c'est presque toujours comme ça. Ceux qui réussissent, puis bon, de se péter la margoulette de temps en temps. Oui. Personne le souhaite, mais ça arrive. Des fois, ça t'amène à faire un pas de recul puis d'analyser. Parlant, pas de pas de recul, mais au moment où tu es chez Cossette, est-ce que toi, tu commences à regarder ailleurs ou on te maraude, on vient te chercher? Non, je suis venu de la gauche parce que j'aimais beaucoup Yvon, j'aimais beaucoup la gang. On avait du plaisir, on faisait du bon travail, tout ça. Puis à un moment donné, il y a une occasion qui s'est présentée. Là, on voudrait te parler, mettons. D'être entrepreneur comme mon père, dans le fond. Fait que le défi entrepreneurial m'appelait. Puis j'ai décidé de OK, la coche au plus de plus, Luc, c'est que là, tu deviens associé. Donc, on t'embarque, entre guillemets, dans les propriétaires, dans les gestionnaires, c'est ça? Par rapport à ce que tu faisais chez Cossette. Propriétaire, c'est ça. OK. Fait que là, je deviens propriétaire, dirigeant, créateur, toute la patente. Puis là, il faut que je bâtisse une équipe. Il faut que je monte du monde. Puis j'allais venir à ça parce qu'il y a beaucoup... On peut parler de création longtemps, mais une des choses tellement importantes pour un créatif, c'est de bien s'entourer. De s'entourer de personnes complémentaires, des bons gestionnaires, des gens qui ont la même vision, qui ont les mêmes valeurs que toi, parce que ça peut aller... Je vois tellement de bons créatifs qui partent des business, puis qui ces business s'éteignent au bout de 2 ans, 3 ans, parce qu'ils sont mal entourés, parce qu'ils n'ont pas les bonnes personnes, ils n'ont pas la même vision, les mêmes valeurs, etc. Fait que ça... écoute, j'ai eu la très, très grande chance de tomber sur des personnes comme Mireille Côté ou Alexandre Laverdière, Nicolas Boisvert, qui avaient les mêmes valeurs, la même vision, puis c'est comme ça qu'on réussit. La société, il y a une féminisation de la société. Quand on va à l'université, on se voit. Mon fils qui est ta fille d'ailleurs, qui sont des bons amis, ont étudié en médecine. Puis il me disait que dans leur cohorte, par exemple, sur 160 étudiants, il y avait 148 filles, 12 gars. Fait que là, puis ma blonde qui a fait son barreau récemment, disait en droit c'est à peu près pareil. Fait que je me demandais en création, est-ce que c'est la même chose, la poussée des femmes depuis 10-15 ans? Je veux pas te vieillir, mais ça fait quelques années. C'est pas tout à fait comme les autres. On n'est pas là encore. En design, il y en a beaucoup de femmes en design. En création publicitaire, c'est encore très masculin. OK. Est-ce que tu comprends? Il y a peut-être pas d'explication simple. Mais je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de femmes. On en a. Oui. Mais la majorité, c'est encore des mâles, là. Tu sais, c'est pas encore. Puis on veut avoir plus de femmes. Puis il y en a des très bonnes. Là. Celles qu'on a ou qu'on a eues étaient excellentes. Puis on en veut plus. Malheureusement, on dirait que l'offre est pas là. Tu sais, on dirait que les femmes se dirigent pas spontanément vers ça. En tout cas, une grande majorité. Puis on se retrouve souvent dans un boys club, malheureusement, encore. Puis des fois, c'est un peu consanguin parce que on se complète dans nos jokes, tu sais, puis notre humour, puis tandis que la sensibilité féminine enrichit beaucoup, tu sais, elle amène d'autres choses. Alors, mais on peut pas forcer ça si les femmes veulent pas le faire, mais dans certains cas, ils vont faire d'autres tâches connexes. Puis il y a d'autres raisons des fois qui sont. Puis en même temps, on n'est pas là pour refaire la planète, mais faut livrer. Oui. Puis en même temps être ouvert, comme tu dis, ouvert à ça là. Mais... C'est ça. Tu sais, puis nous autres, on pêche du talent. Fait que mettons que t'as 6 gars, mais qui ont énormément de talent, mais t'as 0 fille qui se présente, puis ou que t'as une fille, mais elle est pas tout à fait à la hauteur, mais là, c'est sûr qu'on va y aller pour les meilleurs frappeurs. La majorité des femmes que tu connais ou qu'on connaît vont dire, je veux surtout pas être choisie parce qu'il y a un quota, parce que je suis une femme. Parce que je vais être celle qui est bonne. Oui, exactement. Avec raison. Ça, on reçoit ça souvent, ouais. Le fait que tu arrives chez LG2 comme propriétaire, associé, dans le fond, est-ce que est-ce que parler d'affaires, parce que tu le fais plus à ce moment-là, on a peur de perdre son âme ou tu as eu l'impression que ça change rien? C'est deux choses qui en parallèle vont bien? Encore là, ça revient à les personnes autour de nous. Tu sais, si... Je veux dire comment ça fonctionne. Le meilleur mix, c'est lorsque tes associés ont une sensibilité d'artiste, c'est-à-dire une sensibilité de créateur.
mais ce sont des gestionnaires, mettons. Puis moi, à l'inverse, je dois avoir une sensibilité d'affaires pour les aider, pour faire en sorte qu'il y ait un échange puis que ça puisse fonctionner. C'est ça. Et dans ce temps-là, c'est merveilleux. Tu sais. Je comprends. Et toi, tu vas les aider dans le fond à ce que ça arrive, à ce que ça puisse marcher. exactement. Si on s'en va vers ça, si on pousse un peu trop là, on est un petit peu loin de l'objectif exemple. Exactement. Je comprends. Exactement. OK. Fait que donc, il faut avoir... Puis ça vient à... Tu me demandais ce que j'ai ramassé chez Cossette. Évidemment, il y a le travail, l'importance du travail. Mais l'autre aspect qui est important, puis ça vient rejoindre notre propos présentement, c'est d'être un meilleur récepteur qu'un meilleur émetteur. Fait qu'autrement dit, d'avoir les oreilles, d'écouter, d'entendre les gens autour de nous, les besoins autour de nous, nos clients, tout ça, ça fait des meilleurs créatifs que d'avoir des oreilles plus que une grand gueule. Ben oui, absolument. Fait que c'est parce que ce qu'on ramasse, l'observation, c'est du matériel pour créer. Puis les meilleurs que j'ai vus, c'était des meilleurs récepteurs que des meilleurs émetteurs, clairement, là, dans mon domaine. Est-ce que tu dirais que cette décision-là d'aller avec LG2 a influencé de façon grandiose ton avenir à toi? Ça a changé quelque chose, oui? C'est sûr. Parce que, premièrement, je rentrais dans une agence indépendante. Puis Qui l'est encore? Qu'il est encore. J'allais dire et contre tous, parce qu'il y a eu beaucoup de regroupements d'agences. Exactement. Oui. On est dans une époque de fusion. Oui. Puis d'achat, là. On veut pas toutes les boîtes québécoises se font vendre à des intérêts extérieurs. Mais en étant indépendant, on est maître de notre destin, puis nos décisions, on vit avec, tu sais. Fait que ça, c'est la beauté de l'affaire. Puis ça nous permet de créer parce que on est capable d'empêcher la peur de l'externe, des décisions qu'on ne maîtrise pas. Et cette peur-là, elle nuit à la créativité. Puis nous, on tient mordicus à demeurer indépendant pour ça. Est-ce qu'on peut dire que comment dire, je veux pas dire à la remorque, mais les agents en créatif sont à la remorque de ce qui se passe en société, ou vous pensez que vous êtes un élément catalyseur de l'influence dans la société? Je pense que c'est les gens, c'est la population qui sont les vrais influenceurs de la société. Faut apprendre à les analyser, à les voir, à les comprendre. C'est souvent ça. Quand je parle avec Luc Dupont, le professeur de marketing, un émérite prof de marketing, il me dit souvent ça. Il dit, écoute, tout est mesuré. Fait que on veut pas être juste des statistiques, mais en même temps, on veut en savoir beaucoup sur le public parce que c'est eux autres qui éventuellement vont. Je reviens un petit peu au zoo puis à la jungle. Tu sais, vous étiez plugué sur ce qui se passait culturellement. Fait que dans le fond, c'est ça, là, tu sais, le vrai pouvoir, c'est la culture, c'est ce que les gens vivent sur les médias sociaux, ce qu'ils partagent, les trends, tu sais, c'est ça qui est vivant. Nous, les agences qu'on fait, c'est que on récupère ça pour les marques. On amène ces histoires, ces influences, on les amène au service des marques. Donc, notre instinct ou notre feeling, notre talent, c'est de faire ça. C'est drôle, je reviens, parce que tu reviens aux Zoupéagents, moi je vais revenir au bye-bye un peu, parce que j'ai eu une discussion avec mon fils qui me parlait, il dit, c'est quoi cette affaire-là? Deux choses, faut que je te parle de l'annonce du lait avec Jeannette Bertrand, mais je veux d'abord parler là-dessus du feu, j'ai du beurre de pinot, parce que ça m'a accroché. Puis moi, comme créateur, j'ai dit, voilà une idée brillante. Et là, mon fils me dit, mais là, c'est exactement ça. Non, mais j'ai hâte un peu, je dis, on va dire pourquoi moi je la considère brillante. Parce que moi, à 65 ans, j'ai la référence du groupe Bill qui chantait As-tu du feu? Non, j'ai du beurre de pinot. Et ça me fait rire de voir qu'on l'a mis avec le beurre de pinot. Ça, c'est une chose. Mais toi qui n'as aucune référence, tu la trouves drôle. Pareil. Ce qui est extraordinairement dur en humour, parce que tu fais une référence de 45 ans avant, et tu vas chercher des gens qui trouvent ça drôle, un beau clin d'œil. Je pense pas que les gens se sont garochés le lendemain pour acheter 8 caisses de beurre de pinot. Mais l'idée est bonne, puis on la garde. Et après ça, j'ai dit, c'est la référence. T'as pas besoin de la référence qui mène les plus vieux. Moi, j'ai trouvé ça fantastique pour ça. J'ai dit, waouh, ça me fait vraiment triper. J'ai dit, quelle bonne idée. En tout cas, je l'ai vu. Merci. Puis Jeannette Bertrand, c'est extraordinaire. Je sais pas qui a fait ça, mais j'ai dit, En fait, c'est le même créateur qui a fait le beurre de pinot et Jeannette Bertrand. Pas vrai. Puis pour moi, c'est les deux meilleurs. Est-ce que vous les mesurez? Sont-ils mesurés, ces annonces-là, dans l'intérêt, soit du public ou des clients? Il y a un concours qui s'appelle le Bye Bye de la pub, organisé par Radio-Canada. Puis c'est un prix du public. C'est-à-dire, les gens votent pour leur meilleure publicité. Cette année, ça a été la pub du lait avec Jeannette Bertrand. Écoute. Je pense que ça... C'est parce que le lait, on l'a bâti aussi. Ça fait 10 ans là, qu'on fait des pubs du lait à Noël. Non, je ris parce que tantôt, t'as dit, quand j'étais jeune, j'ai passé un cheveu. T'as déjà été jeune, toi. Je sais pas si t'aurais fait la référence, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Non, mais je suis pas étonné, mais est-ce que... OK.
prenons cette pub-là. Quand elle est finie, cannée, vous allez la passer. Honnêtement, Luc, est-ce que tu sais que ça va être un succès comme ça? T'en as vu d'autres, là? Écoutez, on sait jamais, ok, on sait jamais, mais on a un sentiment, un feeling, on se valide avec les gens ceux qui l'ont vu, c'est ça? Les clients, la réaction, puis on se dit, ok, puis ça, je dirais que c'est beaucoup basé aussi, la création là, c'est beaucoup basé sur une relation de confiance avec des clients. Ouais. Tout part est de là, là. ouais. Tout est là, c'est notre stage. Si les clients ont peur, ont pas confiance, puis qu'ils commencent à montrer ça à leurs conjoints, à leurs enfants avant le script, là ça peut go, comme on dit en anglais, ça peut s'en aller sideways. Directement, complètement. Fait que la confiance est vraiment très importante, surtout pour des occasions comme le bye-bye, parce que souvent on fait une communication qui est un peu en parallèle aux campagnes ou aux stratégies. Fait que c'est quelque chose qui va plus plaire au public. Fait qu'une personne comme Guillaume Bergeron, qui est concepteur chez nous, qui est un immense talent, probablement un des meilleurs, sinon le meilleur au Québec présentement. Guillaume, lui, il en a fait, je pense, 6. Des spots qu'on a vus du bye-bye, il en a écrit 6 là-dedans. C'est une machine. OK. Lui, quand on un parle talent d'exception. Ça arrive. C'est un gars qui travaille jour et nuit. Tu sais, il y a des flashs, il doit prendre des notes, il doit avoir une machine comme ça. Lui, c'est fou, puis c'est une bébête. Ça vaudrait la peine que tu l'interviewes parce que son rythme est lent quand il parle. C'est pas comme moi ni toi. non, pas la même énergie. OK, puis je vais plus loin parce que le podcast, c'est comme au baseball, on n'a pas de timer. Prenons cette pub-là, finale, avec Jeannette Bertrand. Bertrand. Est-ce que je peux imaginer qu'il y a des choses qui ont été coupées, des choses qui ont été changées? Ça me semblerait impensable que ce qu'on a comme produit final, c'était le premier sketch qui est écrit. Le script c'est pas mal béton. Puis là, quand même. Mais en même temps, je suis ravi d'entendre ça, mais je me dis, c'est tout un talent, là. C'est tout un talent. C'est pas mal béton. Ce que Guillaume fait, puis là, je peux pas parler à sa place, là, mais ce que je vois de lui, de ce qu'il fait, c'est qu'il a son script qui est très précis, mais quand il arrive sur le set, parce qu'il travaille avec des enfants, il travaille, mettons, avec des personnes plus âgées, il laisse toujours la liberté. Il dit, voici le script, on va le faire comme tel, mais on va essayer des choses des fois que tu penses qui sont plus drôles, ou comment tu le dirais, toi, dans la vraie vie. Fait qu'il se laisse cette liberté-là, puis c'est souvent là où la magie apparaît. Lorsqu'il laisse, mettons une Jeannette ou des enfants le dire à leur façon, des fois ils se trompent dans leurs mots, puis c'est la tête qui est retenue. Alors c'est sûr, c'est le plaisir de la création aussi. C'est le plaisir de la création. OK. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de faire passer une idée forte chez un client qu'il y a 15-20 ans? C'est une très bonne question. Si tu dis non, je vais être surpris. C'est différent. C'est différent. L'humour, là, parce que tu fais de la politique, non, je te niaise. Non, c'est bon. Non, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que un humoriste va te dire oui. L'humour ou la créativité a changé, a beaucoup évolué, hein, parce qu'on suit la société, on suit les phénomènes culturels. Mm-hmm. Il y a des types d'humour qui fonctionnaient, par exemple, en 2013, qui fonctionnent plus du tout aujourd'hui. Alors, faut rester vraiment vigilant à l'affût de tout ça. Et tout est une question de confiance, comme je disais. Donc, moi, ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher des clients, les écouter, entendre leurs problèmes, ce qui les fait réveiller la nuit, c'est comme on dit. Être proche d'eux autres pour savoir c'est quoi réellement leurs enjeux, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire grimper la marque. Puis, à un moment donné, quand on a cette symbiose-là entre les créatifs et les clients, là, il y a quelque chose qui s'installe, il y a une confiance qui s'installe, puis là, on essaye des affaires. Là. Puis des fois, on peut se tromper, des fois, on peut réussir. C'est très difficile à l'avance de prévoir un succès, mais il faut essayer. Donc, c'est basé là-dessus. Si, Luc, t'as une campagne qui est écrite, qui est faite, que tu sais qui va être très drôle, mais que l'objectif du client, c'est de vendre plus de produits, tu te dis, ça, c'est très bon, institutionnel, mais ça fera pas vendre plus. Des fois, ça doit être pas tiraillant, parce que t'as une bonne idée, mais l'objectif, c'est pas de faire du prestige, c'est de vendre. C'est de vendre. Est-ce que
Parce que les clients sont pas tous avec un objectif. Je pense pas que le lait, là, je dis pas qu'ils veulent pas vendre, là, mais une annonce de même, c'est comme si moi je voyais le réconfort, je voyais de l'humour, la famille, je voyais toutes des valeurs importantes. Oui, mais je voyais pas non plus j'achète 3 pintes de lait de plus, là. Non, c'est sûr que nous on a une pensée chez LG2 qui s'appelle penser comme une marque, agir comme un détaillant. Donc, faut s'occuper des deux, faut se préoccuper des deux chez un client. Il faut d'abord penser comme une marque, c'est de rentrer dans le cœur des gens. Si on veut que les gens prennent des décisions avec la tête, il faut d'abord rentrer par le cœur. Puis ça, c'est vrai pour des marques commerciales, mais aussi pour la société, pour des causes sociétales ou des causes sociétales, la sécurité routière. Il faut rentrer dans le cœur pour accéder à la tête des gens. Ça, c'est toujours. Donc, la seule façon de rentrer dans le cœur des gens, c'est par l'émotion. Que ce soit l'humour ou que ce soit quelque chose de touchant. On vient de faire une campagne pour le recrutement, là. Ça a passé 3 minutes à Tout le monde en parle pour le recrutement chez les producteurs laitiers. C'est une publicité qui parle plus au cœur, c'est-à-dire l'émotion, ça touche, ça fait pleurer. Ça, c'est une excellente façon. Une autre façon, c'est de faire rire aussi. Donc, rentrer par le cœur, puis par la suite, les gens vont avoir un choix de tête, vont choisir le lait au lieu de choisir le lait de vache au lieu d'un lait de soya, par exemple. Oui, je comprends. Donc, c'est important de rester dans le cœur des gens. Puis par la suite, bien, quand il y a des ventes à closer, là, les promotions embarquent. Là, là, on peut faire des promos. Ce qui est autour, là, tout ce qui va être autour en parallèle. En parlant de l'intelligence artificielle, là, qu'on n'a pas le choix, je te donne trois définitions. Est-ce que c'est un outil de création? Est-ce que c'est un accélérateur ou une menace pour l'originalité? Ah, c'est tout ça. L'originalité. Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai commencé à m'en servir comme assistant personnel parce que je suis seul, je fais mes affaires seul. J'ai travaillé en équipe toute ma vie, mais j'ai pas les mêmes contraintes non plus. Je me suis pas donné une entrevue par semaine, c'est quand même pas. Mais j'aime. Je sais pas si c'est comme moi, mais j'arrête pas de dire ça à Simon Saint-Hilaire, entre autres, qui travaille beaucoup avec les gens d'affaires. J'ai dit, j'aime ça, cette période-ci, bien qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent énormément au plan international, je comprends, puis il y a beaucoup de choses qui sont navrantes, mais les changements, j'ai eu comme l'impression que moi j'ai été élevé par des parents qui ils m'ont toujours parlé de la guerre, puis c'est toujours la guerre, puis après ça, la guerre froide, puis après ça, mais tu sais, il se passe pas grand-chose. Là, est arrivé Internet, la téléphonie. Et là, la multiplication des avancées technologiques, l'IA, ça m'excite d'être dans une période comme ça, bien que ça peut être épeurant. Mais je sais pas si c'est comme ça aussi. Il y a quand même tellement de changements à une vitesse folle. C'est épeurant. C'est épeurant. Ce qui ressort du 71e Festival de la créativité à Cannes cette année, là, ça paraît bien. Fait que ce qui ressort. Mais bravo, je pense que t'as eu une fleur à un moment donné à Cannes. Oui, on a été récompensé à Cannes bravo, plusieurs fois. Merci. Non, mais quand même, là, je sais que vous êtes là. C'est bien de le dire parce que pour vous c'est important, mais pour le public c'est pas tout le monde qui sait ça. Là. Non, ben c'est sûr que ça parle à l'industrie. Hein. C'est vos Oscars à vous. C'est nos Oscars, les Oscars de la pub, si on veut. La créativité, c'est rendu plus large, même qu'avec la pub, il y a du design, de l'architecture, il y a plein de choses. Mais ce qui ressort cette année, c'est l'intelligence artificielle qui a pris le plancher là, au Festival de la créativité. Avec raison, parce que c'est quand même quelque chose de vraiment important. Oui, c'est un outil. Oui, c'est ça accélère nos processus de façon vertigineuse. Surtout pour placer le terreau. Tu sais, quand on veut trouver des insights, connaître un peu le consommateur, ça va vite. On va chercher ça. Puis aussi, ce que ça fait, c'est extrêmement puissant lorsqu'on passe en exécution. Fait que quand on passe en exécution, là, c'est les mettons faire des sketchs, là, tu sais ça. Les sketchs, tu sais, qu'on dit on va faire des fois, ça peut prendre des journées, là, ça se fait dans la journée, là. Là, ça se fait vite. Je comprends. 5 minutes, c'est fait. Ouais, je comprends. Tu prompts ça. Ça, c'est fou, là, quand on y pense. C'est fou, raide. Cependant, ce qui ressort du Festival de la créativité, c'est que ça ne trouve pas une bonne idée, l'intelligence artificielle. Puis la raison pour ça, puis c'est ce qui ressort de tout le festival, parce qu'il y a eu plein de conférences, des experts, tout ça. Puis tout le monde s'entend pour dire que un robot n'a pas de sentiment, n'a pas d'émotion, et il y a que l'humain. La créativité est ancrée dans l'émotion. Puis ça, l'humain. Il y a que l'humain qui peut avoir un cœur pour générer une émotion, puis pour ressentir quelque chose lorsqu'il trouve une idée. L'intelligence artificielle, c'est un robot, il sait pas, lui, il a pas ça. Il va fournir beaucoup de choses si on le dirige, mais il pourra pas trouver ton idée. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Puis ça m'a amené à avoir des discussions intéressantes, puis à ramener
à une simplicité, la compréhension de ce qu'est pour l'instant l'intelligence artificielle, sans objet à la possibilité qu'elle fasse plus éventuellement. Ce qu'on m'expliquait, c'est que l'intelligence artificielle, dans le fond, prend ce qui existe, peut le manipuler, peut le regrouper, peut le monter dans des bundles, t'es envoyé, mais il faut que ça existe. Donc, l'invention, ça peut pas être eux, pour l'instant. Et ça peut, si on le prompt correctement, puis on l'entraîne, je pense qu'on peut trouver des choses vraiment intéressantes. Mm-hmm. Maintenant, tu peux peut-être passer plus de temps à prompter que d'essayer de trouver une idée toi-même. Puis probablement, c'est parce que ton idée, là, souvent, il faut avoir comme une idée. Tu sais, tu disais un feeling, là. Ouais. Mais ça part de là. Tu sais, eux autres, ça a pas de feeling, cette machine-là. Tu sais. Fait que ça peut pas vraiment savoir, est-ce que tu meilleur ça que ça. Ça prend un bon chef d'orchestre pour dire, ouais, ça va servir, ça servira pas, ça c'est bon, tu sais. Puis évidemment que c'est très puissant puis que ça amène énormément d'eau au moulin. Mais ultimement, c'est l'humain. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une pub à un moment donné où un des personnages est l'intelligence artificielle, dans le sens où c'est là, tout le monde, on en parle de plus en plus, mais c'est un élément, puis où des êtres humains diraient, ouais, là, tu vas trop loin, lui, il est pas capable, là. Faut que ça se passe entre nous autres, un B, mettons, un B, c'est quelque chose de archi-humain. Ben, ça prendrait le bon client, là, mais ça existe. OK. Oui, il y en a eu. Parce que t'en as vu, c'est pour ça que je t'en parle. Depuis 2 ans, là, ça pue. En Europe ou ailleurs, il y en a, OK. Il y en a de ça, là, pour mettre en valeur l'humain, pour dire, regarde, il y a une limite à ça, là, les robots, pis ça. C'est en eu des bonnes que t'as vu comme ça? Oui, j'en ai vu plusieurs, pour plein de marques, que ce soit Burger King, que ce soit pour Heineken, tout le monde, évidemment, quand c'est un phénomène tellement énorme que les publicitaires le savent, c'est OK, il y a comme de la peur qui est associée à ça, tu sais, l'intelligence artificielle, on va se servir de ça pour pouvoir faire des pubs, etc. Est-ce que tu parlerais d'un danger, mettons, culturellement ou techniquement, c'est un danger, l'intelligence artificielle? Ben, c'est sûr que c'est en train de changer complètement notre, tu sais, il va y avoir des postes qui vont muter, il va y avoir des nouveaux postes qui vont se créer, toute l'industrie va, tu sais, tu peux pas l'ignorer, c'est ce que tu dis dans le fond. C'est impossible d'ignorer. Parce que même maintenant, là, écoute, pour des clients, c'est payant parce que nous, le temps qu'on pouvait mettre sur, mettons, je sais pas moi, une stratégie ou de la créativité, là, on peut mettre un peu moins de temps parce que on est aidé. Oui. Puis c'est la même chose pour l'exécution. Puis je tiens à revenir sur l'exécution parce que nous, on a une politique de continuer à aider les artisans d'ici, les photographes, les gens qui font du film Nova Film, OK, ici à Québec. Et donc, on veut pas confier, même si c'est très puissant, puis même on les voit, les petits films Star Wars qui sortent sur YouTube, là, c'est incroyable. Mais on veut continuer justement à épauler notre industrie cinématographique, puis au niveau des photographes, des illustrateurs, le plus possible. Donc, notre output, on veut pas, en tout cas pour maintenant, je sais pas pour l'avenir parce que je suis pas un expert dans l'avenir, mais pour maintenant, là, on veut continuer à supporter ça. Ouais. C'est important. Ça fait partie de votre plaisir et de votre engagement. Notre engagement, oui. Mais parlant de ça, LG2 aurait pu devenir une multinationale. Probablement que c'est déjà eu des offres, là. Bon, il y a pas de doute dans ma tête. Mais pourquoi? Pourquoi vous résistez, dans le fond? Tu veux dire vendre? Oui, c'est ça, vendre ou c'est ça, vendre. Oui. Tout en se disant, parce que quelqu'un qui achèterait pourrait dire, vous allez rester comme vous êtes là, mais vous pouvez avoir des doutes aussi. Ben écoute, c'est l'appât du gain, c'est humain. Là. Je veux dire, quand tu te fais étaler de l'argent, c'est bien beau. On a entendu, nous autres, on le sait, il y a des histoires d'horreur d'agences qui vendent, puis ils se disent OK, super, je vais vendre parce qu'on m'offre. On passe à la caisse, on passe à la caisse. Mais en même temps, souvent, ces gros réseaux-là, puis là, je m'excuse, peuvent te fourrer. Oui, non, mais ça peut pas être plus clair en québécois. Ils disent OK, on va te donner tant de millions. Puis après ça, il y a un opt-out. Si vous faites vos chiffres d'ici 5 ans, dans 5 ans, vous allez avoir le reste. Puis là, ce qu'ils font, ils prennent le contrôle, puis là, ils te coupent. Ils disent, ah non, vous faites pas vos chiffres, fait qu'on va couper du staff. T'arrives jamais à atteindre ce que tu veux. Puis ça, c'est juste un exemple qui nous dit que pour nous, de demeurer québécois, canadien, c'est payant. Puis nous, par valeur, par principe, on tient à ce que ça soit comme ça. La meilleure carte pour rester indépendant pour vous, c'est-tu d'être bon? Oui. T'as pas le choix. Ça, hein? T'as pas le choix. Il faut que tu sois mondial. Au niveau de tes critères, tes standards. Faut travailler fort. Faut s'entourer aussi de clients qui ont les mêmes valeurs parce que des clients québécois, des clients canadiens qui disent, hey,
nous, là, c'est important. Le gouvernement du Québec, là, le gouvernement canadien, tu sais, oui, il faut que ça reste au Canada. Puis nous, on en fait un point d'honneur de dire, vous allez faire affaire avec une boîte indépendante, québécoise, puis le talent, on va le garder ici. Puis en fait, c'est pas une subvention, c'est parce qu'ils sont bons aussi, là. Faut que ça soit ça la base, pareil. Oui, voici départ, ce qu'ils font, voici ce qu'ils ont fait, voici ce qu'ils peuvent faire pour vous. Oui, oui. Ben, c'est sûr que par honneur, par fierté, on tient à ce que ce soit toujours bon, oui, mais aussi oui. par responsabilité aussi. Est-ce qu'entre agences, ça se vit, là, ou il y a une compétition féroce entre les agences? Parce que je sais que vous faites des pitchs, des fois, pour des clients. Oui. Donc, des présentations, là, Oui. pour le dire en français. Mais jusqu'à quel point, dans la même ligue, on se respecte? J'aime la petite pause. Au Québec, on est quand même très respectueux. Tu sais, tu disais, là, on aime l'harmonie, le consensus au Québec. Oui, c'est vrai, on est plus comme ça. Dans des marchés plus éloignés, je dirais les Américains, c'est extrêmement féroce. Au Canada, à Toronto en particulier, c'est très féroce. Faut toujours être conscient que la tarte publicitaire, elle a diminué. OK? Donc, il y en a un petit peu moins. Puis la raison est que la télé fonctionne moins, mettons, dans des marchés comme Toronto. Oui. Au Québec, ça marche encore pas mal, la TV. La langue nous aide là-dessus. La langue nous aide, la culture. La culture et la langue, oui. Ça va ensemble, là. Mais... Notre star system, on l'aime, on veut voir Matin et Matt, on veut voir, tu sais, on les aime. Fait que, s'ils n'ont pas ça aux États-Unis, ils n'ont pas ça à Toronto. Fait que ça, ce qui se passe, le phénomène, c'est que il y a beaucoup d'annonceurs qui ont délaissé la télé pour aller dans d'autres plateformes. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de revenus parce que la télé, c'est payant. Tu sais, il y a une grosse cote là-dessus. Puis, tout le monde se bat dans des expertises différentes. On est obligé de facturer différemment aussi. Puis en tout cas, ça demeure que c'est beaucoup plus féroce, plus compétitif. Les agents se battent pour essayer d'aller chercher une seule et même marque, là, puis aller chercher ce qui reste. Je me posais une question, c'est moins ton domaine, c'est plus une autre division de votre compagnie LG2, là, où il y a combien de monde chez LG2 en tout? En tout, je dirais à peu près 500. OK. Ouais. Quand t'as des influenceurs, des influenceuses, des podcasts qui sont nichés, mais qu'un client pourrait vouloir soutenir parce que c'est sa clientèle. Tout à fait. Je me disais pour ceux qui vendent chez vous, pour ceux qui représentent, et ceux qui il y a du push, puis il y a de la réception aussi, des gens qui viennent vous voir. Mais je me dis ça me semble plus difficile que dans le temps où on va y aller un peu de journal, un peu de panneau, puis un peu de télé. Là, c'est ailleurs pas mal, là. On est complètement ailleurs. Il y a une section chez LG2 de travailler plus fort. Ou je sais pas, les outils sont peut-être différents pour travailler, là, mais savoir le podcast à telle place qui parle d'agriculture, qui est très, très fort. Tu sais, faut que quelqu'un te le dise, il faut que tu le saches. Oui, tout à fait. Si t'es pas agriculteur, c'est plate à dire, mais c'est un exemple parmi d'autres, là. Ben, c'est là où la collaboration devient beaucoup plus importante aujourd'hui. La raison, c'est que les environnements se sont multipliés. Et on n'est pas expert dans tout. On en a beaucoup d'expertise, mais on n'est pas expert dans tout et on doit avoir des collaborateurs formidables à l'extérieur de notre agence comme à l'intérieur de l'agence. Fait qu'il faut garder comme créatif les oreilles puis les œillères, je dirais, ouvertes parce que si on se concentre seulement dans, mettons, à faire de la télé ou comme tu dis, du panneau, de la télé, il y en a qui sont super bons là, à faire du traditionnel, comme on dit. Comme Guillaume, c'est un frappeur de TV exceptionnel. Il est bon dans plein mais ça, c'est son chouchou. On doit aussi s'ouvrir à faire des trucs plus technologiques, du numérique, utiliser des influenceurs, etc. Et avoir des bons collaborateurs. Donc, la collaboration, c'est la clé aujourd'hui. Quelles qualités sont aujourd'hui indispensables pour percer comme créatif? C'est-tu les mêmes qu'il y a 20 ans? Ou les mêmes? OK. Ouais. Curiosité, éthique de travail, c'est quelqu'un qui travaille, puis ambition. Quelqu'un d'ambitieux, là, puis qui est curieux, peut traverser pas mal de problèmes. Traverser. Parce que son ambition va le pousser à travailler plus fort. Il va faire, je veux l'avoir. Et le talent autour de toi, s'il y a des gens que tu considères meilleurs, ça peut être motivant. Oui. Ça peut t'écraser si dans ta tête t'es pas assez fort, mais ça peut être motivant. Ça peut être motivant. Mais voilà. Donc, bien s'entourer. Ça, c'est la dernière qualité, c'est de bien s'entourer. Si tu vas dans une place où tu es entouré de personnes qui vont te motiver, puis aussi des gens qui vont faire
comme on dit, qui make it happen, là, qui vont faire que les choses vont se passer, qui vont puis ça, nous autres chez LG2, sérieux, j'ai des associés exceptionnels pour ça, qui débouchent des possibilités parce que ils veulent faire de la bonne création. Fait qu'ils vont aller choisir les bons clients pour faire de la bonne création. Ils vont trouver les bons arguments pour pouvoir vendre la création aussi. Parce que c'est de l'air, là, ce qu'on a. T'sais, tant que c'est pas produit, ça demeure des mots sur une page de papier. Fait que ça prend des gens qui y croient autour de toi. Fait que oui, effectivement, ça prend tout ça. OK, mettons, je me présente, j'ai 23 ans, je me présente chez LG2, j'ai des cours, tout ça. Est-ce que le talent va suffire ou s'il faut que je sache vraiment me vendre? Ça va venir tout seul. T'as pas besoin. OK. Tu sais, Yvon, je reviens à Yvon Brossard chez Cossette. Lui, Yvon est exceptionnel. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue de lui, puis il dit « Une bonne idée va s'imposer par elle-même ». Puis sérieux, là, j'y crois encore. Oui. Je crois encore. Faire confiance. Puis quand tu as une bonne relation avec un client, puis tu as de la confiance avec un client, puis tu présentes une idée, t'as pas besoin de la pousser tant que ça quand elle est bonne. T'sais, elle va se vendre d'elle-même. Est-ce que tu dirais que la relève est plus audacieuse ou plus prudente que dans ton temps, quand tu as commencé? Parce que tu as déjà été jeune! Ouais. Je pense qu'elle est plus intelligente, en tout cas. Comment? Je pense qu'ils ont plus de connaissances que OK. nous. Donc, ils sont capables vite de prendre le bon chemin. Parce qu'ils ont tellement d'exemples, ils sont nourris de tellement de créativité qu'ils savent ce qui est poche, ils savent ce qui est bon. Ils savent se diriger assez rapidement vers les bonnes affaires, mais ça prend nécessairement un talent à la base, ça c'est sûr et certain. Puis je dirais que s'ils ont un bon coach, puis qu'on les pousse un petit peu, ils vont développer une éthique de travail. C'est drôle, je fais un lien avec le journalisme qui est mon métier que j'ai appris. Une des choses qui est dite beaucoup, et j'acquiesce beaucoup, c'est que souvent, ça va tellement vite, les nouvelles vont tellement vite que on réagit, on fait du commentaire, puis c'est d'ailleurs, les gens vont reconnaître ce qu'on vit comme société. Beaucoup de commentaires, ça coûte moins cher parce que c'est des pigistes, mais beaucoup moins de gens qui réfléchissent longtemps. Est-ce que la pub, ça pourrait être la même chose? Donc, est-ce qu'on enseigne assez à penser ou juste à produire? Eh mon Dieu, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'enseigne pas assez à penser. Je sais que c'est plus long, mais réfléchir, non, hein? c'est ça. Souvent, vous avez des objectifs aussi, vous avez des comment on appelle ça, non, des obligations, c'est-à-dire dans 3 jours, il faut livrer des contraintes et des comptes à rendre aussi. Ouais. Fait que c'est quand même. Oui. Mais j'en reviens à la jungle puis au zoo. Vous aviez des contraintes monumentale. J'avais une question précise. Est-ce que vous aviez un client qui était, mettons, le patron du FM 93 ou de Chic à l'époque? Ces gens-là, est-ce qu'ils vous mettraient des contraintes? Est-ce qu'ils vous imposaient des contraintes? Très honnêtement, zéro. Incroyable. C'était une liberté totale, inimaginable. D'ailleurs, quand je disais aux gens, on est obligé de mettre des avertissements sur le site parce que nous autres, on a gardé ça intégral, ce qu'on a mis sur Je me souviens. Oui. Mais en réalité, je disais, c'est probablement la plus grande qualité qu'on a eue, la liberté. Puis je dirais la moitié, malgré tout ce que je suis en train de dire, la moitié de ce qu'on a produit, on l'a pas mis parce qu'il y a des affaires qui sont inimaginables aujourd'hui. Mon Dieu, que j'aimerais ça. Luc, je te ferai une cassette, comme on disait dans le temps. Non, mais c'est fou, là, il y a le nombre d'affaires. Je vais juste nommer sans dire plus de détails, mais l'abbé Brochet, lui, il y en avait, des fois, il y en avait 12 sous sa soutane. Là, on parle de 87. Tu vois le genre, aujourd'hui, tu peux pas penser à ça. Docteur Gangrène et autres. Fait que à l'époque, ça passait comme si les gens, comme si la société était plus mature dans le sens où ils disaient on sait que ça va être des niaiseries, on sait que ça va être des jokes. Mais aujourd'hui, on a une société, je pense, là, je vais faire un éditorial à Saint-Saëns, une société qui se préoccupe avec raison beaucoup plus des minorités, mais probablement beaucoup trop, ce qui fait qu'on a perdu l'équilibre. Tout à fait. Et là, maintenant, tu sais, en création, c'est sûr que vous avez la même problématique. Ouais. Est-ce qu'on peut aller là? Est-ce qu'on doit absolument avoir des gens d'autres origines? Parce que là, on a une société de plus en plus bigarrée. Des questions qui sont loin d'être sottes comme question. Mais on est dans un brouillard présentement. Oui. On est dans une espèce de zone où il y a rien de si évident que ça. Non. Surtout quand on veut pousser l'humour un petit peu plus, qu'on veut être remarqué.
Donc, ce que je disais par rapport à l'humour Oui. qui s'est développé, je dirais que le ramp, ça a été en 2018 puis 2022. Ça a été là où est-ce que là il y a eu un changement, un éclatement là. Puis là, on s'est aperçu, on présentait des boards qu'on trouvait intéressants, qu'on trouvait drôles. Puis là, c'était fini. Puis on s'est dit ok, il faut se réajuster, il va falloir revoir tout ça. Puis ce que tu dis par rapport à nous autres aussi, l'indépendance nous permet d'offrir une grande liberté parce que on n'est pas complètement accroché à la croissance que, mettons, des gens de New York nous demanderaient. Comprends. Fait que là, on se dit, on le fait, puis on prend un risque. Puis si on échoue avec notre risque, ce sera pas si pire que ça. Là, on va Mais commencer. aussi, Luc, j'ajoute à ça, si vous êtes dans un bureau où tu as des gens de confiance que tu connais, et tu sais que vous avez 5 personnes qui ont une morale assez droite, là, vous dites, si ça passe pour nous autres, ça se peut que ça passe. Mais si ça coince déjà en création, tu vas dire, là, c'est sûr que ça va être difficile à passer. Exactement. Parce qu'entre nous, qui avons quand même, tu sais, t'as le bagage, mais je trouve que nous, c'est de même. Tu sais comment ça marchait, le zoo? On s'est dit à l'époque, on est 3. D'abord, on a réglé un problème. C'est moi qui l'ai réglé, mais que c'est pas brillant, c'est juste impossible de au départ, on avait ce plaisir-là. Mettons, j'avais eu une bonne idée. Fait que là, on croisait du monde à la rue Cartier. Hey, c'est qui a pensé à ça? Ah, c'est moi qui ai trouvé ça, hier. Là, c'est impossible qu'on travaille de même. On travaille à tous les jours. Fait que là, il va y avoir une guerre entre nous autres. Oui. Ah oui. Tu l'as pas dit, que c'est moi. Fait que là, j'ai dit au gars, on fait un meeting. Vous allez rire. Crucial. On était allé au Normandin. J'ai dit, on descend l'escalier. On était dans la côte de la Pente Douce. Puis on descend bas. Puis on allait déjeuner là souvent. Puis j'ai dit, le meeting est fondamental. Vous allez voir pour la suite des choses. Excellent. J'ai dit, là, à partir d'aujourd'hui, c'est l'équipe. Peu importe l'idée, peu importe le flash, vous pouvez dire à votre blonde, c'est moi qui l'ai trouvé, ça c'est pas grave. Mais publiquement, c'est toujours l'équipe. Parce qu'on survivra pas. Parce qu'il va y avoir des guerres intestines, c'est impossible. Puis moi, je pense que c'est une des meilleures décisions qu'on a prises. Extraordinaire. Parce que tu peux pas. Oui. Tu peux pas survivre à ça parce que c'est humain. C'est humain. Ça aurait éclaté au bout d'un an, votre affaire. Si ça avait pas été fait. Oui, parce que je disais, on va se vanter quand c'est bon, quand c'est pas bon. C'est la faute de qui? J'étais pas là, moi. Moi, j'étais contre l'idée. Mais non, on peut pas dire ça. On vous l'a mis en ondes. Tu peux pas dire que t'étais contre. Fallait que tu sois pour. Fallait que tu sois avec l'équipe. Ah non, mais en création, c'est pareil. C'est pour ça que je te dis, si t'as des gens de confiance au bureau d'LG2, une idée arrive qu'elle est présentée, puis si vous êtes 5 à trouver ça bon, les chances sont bonnes que ça soit bon. Ouais. On essaie de se valider. Passable, entre guillemets. Là. Tout à fait. Tu sais, quand on sort quelque chose puis qu'on se trouve bien drôle, on essaie de voir avec des gens dans l'agence. Pas tout le monde. Mais les gens qui ont, tu sais, il y a certaines personnes qui ont des bonnes têtes puis qui comprennent ce qu'on essaie, ce qu'on tente de faire. Surtout quand ils savent rien. Tu veux avoir votre première réaction. Exactement. Fait que, on a nos bestes, là. Puis, je parlais de Guillaume, tantôt, Guillaume Bergeron. Lui, écoute, c'est un apôtre d'envoyer ça à 12 personnes, là. Puis, il dit rien, là. Lui, il fait confiance. Puis, si vous aimez pas ça, de toute façon, je retourne, j'en retrouve 6 autres. Fait qu'il était confiant. Tu sais, il s'accrochait pas à son idée. Okay, je comprends. Regarde. On en fera un autre. On va en trouver un autre. Fait que lui, il se faisait confiance en son idée, puis il envoyait ça. C'est quoi vos préférés? 2, 3. Puis à travers ça, on le trouve. Parce que oui, on a notre jugement, mais on tombe facilement en amour avec nos propres idées. Ouais. Puis c'est bon de se valider avec les autres. C'est très important. Pourquoi, Luc, la pub commerciale est probablement encore vue comme un art mineur par certains? Donc, tu fais de la pub pour des pneus. Je sais que c'est un sujet chez les artistes beaucoup. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui parce qu'il faut que tu vives, là, mais... Écoute. Est-ce que tu sens ça encore? Bien sûr. Écoute, ça a toujours été, parce que quand on parle d'argent, on parle de commercial. Prends Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, c'était un artiste exceptionnel qui faisait de l'affichage commercial pour des cigarettes, de l'alcool, plein de choses dans le début du siècle, du 20e siècle. Puis, il était boudé par les artistes autour de lui. C'est pas un vrai. C'est pas un vrai. Pourtant, il a développé un art qui est bien à lui, puis qui maintenant, c'est un Toulouse-Lautrec, ça se vend 20 millions aujourd'hui, là. Alors, c'est un grand artiste, mais de son époque, il faisait pas partie de la gang. Mettons que quelqu'un te pose une question, genre t'es à TF1 en France, puis on dit, Monsieur Dussault, est-ce que c'est plus noble de créer pour un musée que pour une marque populaire comme Pepsi, par exemple? Tu dirais quoi? C'est une bonne question. Moi, je pense pas. Puis ma théorie est la suivante, c'est que je pense que
si t'arrives avec de la créativité qui fait du bien aux gens, là, au monde, t'es fait rire ou t'es fait pleurer, tu leur donnes quelque chose avec une grande créativité, ben t'es capable de contribuer de façon noble à l'humanité. Puis tout comme dans un musée, faire une publicité de musée, ça élève, évidemment, c'est l'art, puis on fait la promotion de l'art, donc c'est très noble aussi. Donc pour moi, c'est plus nuancé que ce qu'on pourrait penser. Dis-moi, là, qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce qui fait d'une grande idée? Est-ce qu'une grande idée, c'est l'intention derrière la grande idée ou l'impact? Ah, ben, c'est l'impact, c'est sûr. Écoute, c'est, parce que écoute, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on le sait. Ben oui. Mais ça part d'une bonne intention. Fait que nous, on est des générateurs de bonnes intentions, mais on a des gens, puis on s'assure de par l'exécution qu'il va y avoir l'impact va être au rendez-vous. Si tu avais un message à transmettre à un jeune créatif qui nous entend, qui nous écoute, parce qu'on sait ce que ça peut faire, ça peut être quelqu'un qui écoute le Zoo il y a 40 ans, ça peut être quelqu'un peut nous entendre et dire j'aime donc ça. Si quelqu'un qui veut trouver sa place, qu'est-ce que tu dirais comme conseil de base là? Ben d'y croire, c'est puis de foncer. Les études, mettons. Ben les études, oui, il y a des créatifs là. Écoute, ça vient d'administration, ça vient de chimie, ça vient de journalisme. Parler de Guillaume tantôt, oui. Je reviens souvent sur lui parce que c'est tout un joueur. Mais c'est une étoile chez vous là quand même. Oui, puis c'est un gars qui étudie en journalisme. Puis Hugo Léger, dans le temps, c'est un des plus grands créatifs. Il était chez Boss à l'époque. Ouais. Hugo était journaliste aussi pour Le Devoir. Donc, c'est des gens... Ben, ça vient de tout azimut. Ça peut être design, ça peut être... Il y en a qui ont étudié juste en art, en architecture, puis qui finalement décident d'aller... en publicité, je dirais. Là, on parle de juste publicité, mais chez nous, on a du design. Design, ça prend une expertise. Il faut que tu étudies en design pour être en design. Tu peux pas être en journaliste puis être Non, ça prend un certain talent quand même. Il y a certaines expertises où est-ce que faut que tu ailles chercher quelque chose de technique, quelque chose de vraiment pragmatique pour pouvoir parfaire ton art sur le marché du travail. Mais au départ, le créatif, peu importe sa discipline, je crois que c'est important qu'il se fasse supporter par les gens autour de lui, qu'il se fasse dire « OK, on croit en toi, t'en as de la créativité, lâche pas ». Puis ce support émotif-là, il est vraiment important pour s'accomplir. Je pense pas qu'il y ait un grand créatif qui ait pas eu ça dans sa vie pour pouvoir poursuivre ses études, parce qu'on est dans une société très cerveau gauche, hein? C'est très cartésien, puis c'est pour un créatif qui se fait pas supporter, c'est dur de se dire « Hey, je vais faire ma carrière là-dedans. » Je veux moi tout miser sur ça. Voyons, c'est un artiste. Voyons, il faudrait que tu t'assures de faire d'autres choses pour avoir quelque chose si ça marche pas, mettons. Pour être sûr et certain. Fait que pour ceux qui veulent devenir des créatifs, si vous avez des enfants qui moindrement ont de la créativité, poussez-le. Allez-y, découragez-le pas, dites pas « Oh, l'intelligence artificielle va faire ça. » Non. On le sait pas. On le sait pas, puis ça vaut le coup d'essayer. La vie est trop courte. C'est vrai. J'ai une question de curiosité. Nous, un des plaisirs de certaines personnes, c'est de découvrir en regardant le web, en regardant YouTube, n'importe quoi, que sont des pubs ou des créations 100% intelligence artificielle. Est-ce que quand on est créateur, comme chez LG2 chez vous, vous avez plus facilement les yeux pour dire ça se peut pas cette affaire-là. Est-ce que c'est un plaisir que vous avez aussi, vous amuser en disant non, ça n'a pas été fait. C'est un plaisir puis aussi une crainte parce que ça évolue de jour en jour. C'est de mieux en mieux. Écoute, c'est fou. C'est léché des fois, hein. Écoute, t'as vu les films de Star Wars, les petits films de 7-8 minutes créés par des fans. Là, c'est en train de shaker le modèle d'affaires de Disney, là, présentement. C'est ça à quoi ça me fait penser. Je sais pas pourquoi j'ai un flash. C'est ça la création. J'ai un flash. Ça me fait penser au iPhone. Au iPhone qui a scrappé la carrière de millions de photographes. Parce que iPhone a tellement amélioré son téléphone que c'est comme, tu sais, c'est quoi la police qui pardonne? C'est une pub, ça fait là, mais ça pardonne, tu comprends? Oui. De mieux en mieux. Je regarde mon fils, il a la génération XY, 17, je sais pas quoi, iPhone, puis ça prend des photos, des vidéos ralenties, des flous avec des filtres. Fait que, tu sais, je me disais, OK, il y a des avancées qui viennent toucher. Puis dans ce cas-là, c'est l'intelligence artificielle aussi. Oui, exactement. On peut pas dire aujourd'hui où ça va s'arrêter parce qu'il y a tellement d'argent mis là-dessus, il y a tellement d'énergie.
Moi, je le vois encore comme un compagnon. Je le vois encore comme une aide, comme un secrétaire ou une secrétaire personnelle. Moi, c'est le même, je le vois. Quelqu'un qui va m'aider dans mes affaires. Mais c'est pas ça pour tout le monde. Sauf que je me disais, parce qu'on n'est pas loin de se faire avoir. C'est-à-dire qu'on est sûr que c'est bon, puis ça ne l'est pas. C'est vrai, en fait. Écoute, il y a des théories pour ça, puis on peut en parler pendant des heures, mais même j'ai entendu des théories à Cannes, par exemple. Mais dans les congrès, ça, je me disais, ça doit se parler, là. Qui dit que les gens vont lâcher les réseaux sociaux parce que ils sauront plus ce qui est vrai ou pas. Et ça va être la fin des réseaux sociaux à cause de ça. Et que peut-être le journal, la TV allait revenir pertinent parce que ce sont des sources, je peux y toucher, là, c'est un journal, il est imprimé, là, tu sais. Puis la TV, là, c'est diffusé, analogue, là, je peux regarder ça, puis je peux y croire. Mais mon téléphone, je peux plus y croire parce que l'intelligence artificielle, plein d'affaires fake, tout ça. Fait que ça, c'est une théorie, là. On dirait que c'est plausible. On dirait que j'ai le goût d'y croire. Oui, puis en même temps, si tu m'amènes à une discussion qu'on a eue tellement souvent avec Luc Dupont, justement, le prof de marketing, c'est ce qui fait la valeur de toutes la valeur de toutes les compagnies, en fait, les entreprises de sport qui font du live. En live, tu sais, comme live. Le Super Bowl, là. Oui. Faut que tu l'écoutes, pas juste pour la pub, parce que ça se passe là, c'est un événement. Les Jeux Olympiques, ça va être la même chose. Ouais. Fait qu'il y en a de moins en moins de ces événements-là parce que ça me ramène un peu, c'est pour ça que je trouve que c'est une belle finale dans notre discussion, parce que la plupart des gens, je m'inclus là-dedans, quand on écoute Netflix ou n'importe quelle émission, on va être porté à même payer pour pas avoir de pub. Pas que la pub nous emmerde, mais en même temps, on n'a pas le temps. On va aller vite, tu comprends? C'est ça. Fait que tu sais, il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans, mais je trouve ça intéressant de voir la boucle qui, tu sais, dans le fond, on se dit, oui, il va arriver un moment où on va vouloir avoir du vrai comme du live. Tu parlais de la télé, mais c'est une émission, des nouvelles en direct, quand il se passe des choses en direct. Mais est-ce qu'on peut se faire flouer là-dessus? C'est un jeu. C'est un jeu, c'est ça. On ne sait pas encore complètement. Exact. On peut pas dire où ça s'en va. Mais Non, l'avenir, on sait pas. Mais c'est sûr que l'intelligence artificielle présentement, là, tu parlais d'une secrétaire, d'un compagnon, c'est comme ça qu'on le prend. Là. Tu sais, on l'utilise beaucoup pour nous aider. Puis nécessairement, ça change notre façon de penser, ça change le cerveau humain, tu sais, carrément, parce que on réfléchit moins, on se fait nourrir, puis on l'utilise, notre cerveau va muter vers d'autres choses. Fait qu'on va utiliser ça, on s'en sert, puis pour l'exécution, on va prompter, on l'entraîne, à un moment donné, tout ça va se passer. Je veux dire, on va tout faire avec ça. Quand tu veux, moi j'ai remarqué dans le pratico-pratique, exemple. On fait une entrevue aujourd'hui, puis je demande à l'intelligence artificielle, j'ai fait une entrevue avec Luc Dussault, puis évidemment, t'es en ligne, t'as des textes sur toi, Cannes et autres, puis LG2, puis ça, je sais que ça existe. Puis je vais dire, on a parlé ça, quel serait un petit punch que j'aurais? Il va m'en donner 10, et je dois avouer que c'est pas des choses que je ne connais pas, c'est pas des mots que je ne connais pas, mais d'abord, ça se fait en 14 secondes, c'est fou, premièrement, et je dois avouer que sur 10, souvent, il y en a 6 auxquels j'aurais jamais pensé. Et qui sont très bons. OK. Parce que c'est pas compliqué, là, je demande. Mais quand même, je me dis, OK, oui, cette façon de dire-là, ce mot-là que je connais, je l'aurais pas utilisé. Okay. Parce que je vais passer vite, moi, je suis pas capable de... là, je demandais quelque chose qui, lui, si on demande 25, il va être capable de m'en sortir 25. Et c'est sûr que c'est 25. Fait que je me dis, OK, je vois des choses qui sont des plus. Mais en même temps, OK, je finis là-dessus. T'as 25 ans aujourd'hui, Luc, est-ce que tu fais le même métier? Exactement le même métier. Avec les conditions d'aujourd'hui, sachant les risques, sachant les risques. Écoute, il y a une... Non, mais je suis pas surpris que tu me dises ça, mais je suis même content. Mais je te pose la question. Est-ce que tu ferais encore la même chose? Complètement. OK. Moi, c'est sûr, je ferais la même chose. Je pense encore que, écoute, là, si tu me demandes une définition qui m'est propre à moi, moi, je pense encore que les gens écoutent pas la radio, ils écoutent quelqu'un. Ah, c'est beau. Je pense pas qu'ils écoutent la radio, c'est trop quelque chose de une machine, ça marche pas. Une connexion avec quelqu'un. La preuve, j'ai vu, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais moi j'ai toujours pensé ça, mais quand j'ai vu, je me rappelle d'un grand réalisateur, ça me tente, je pense que c'est un réalisateur italien, mais je veux pas me tromper, je le dirai pas, c'est pas grave, c'est un grand réalisateur. Okay. À qui on disait, vous êtes pas découragé de voir que quand vous prenez, mettons, l'avion, que des gens sur des iPads écoutent votre film qui est fait en surround, ou c'est un petit... Il dit pas du tout. Il dit, moi, ce qui est important, c'est que j'ai créé quelque chose, puis la personne est en train de le regarder. Je m'en calisse. Il le dit en anglais. Okay. I'm fucking, n'importe quoi. Je veux rien savoir. Il est en train de regarder mon film. S'il regarde une petite affaire de même, une grande affaire de même, des écouteurs, on s'en fout. Il regarde mon film. Puis j'ai dit, OK, moi, j'aime cette idée-là. Oui.
pourquoi dire que ça prend une condition gagnante? Oui, d'un cinéma, ce qu'on a oui, entendu au Golden Globe, là, bon. c'est pas tout à fait ça. Non, mais c'est ça. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, je pense de même aussi. Je pense que si tu as quelque chose à dire, si tu as une personnalité, si tu sors, si t'es comme tout le monde, tu peux pas passer. Puis moi, je dirais que c'est la même chose pour les agences. Si t'es comme tout le monde, si tu fais comme tout le monde, ben tu vas être comme tout le monde. Puis donc, ce que tu dis, c'est il y a un aspect personnel qui rejoint l'universel à quelque part. Complètement. Okay. Je suis persuadé de ça. Intéressant. Hey, merci Luc. Tabarouette, ça jase. Ah, c'est cool. C'est le fun. Merci de ta présence. Non, merci Luc à Dussault toi, là. de LGD. Salut.